Merci, bonjour. Merci beaucoup d'être là et de m'écouter aujourd'hui. Donc, j'ai d'autant plus de plaisir que je suis le dernier. Et donc, la façon dont j'ai conçu cet exposé est assez synthétique. Et j'ai pris le parti d'assumer un peu, quelque part, la vision d'un banquier central, hein, c'est-à-dire d'un économiste avec la compréhension des outils des économistes qui vous ont été exposés, qui, étant une banque centrale dans la tempête, dans la crise de l'euro actuelle, et il y a plein d'outils possibles. La politique monétaire, on peut créer des billets, on peut racheter de la dette publique, on peut acheter du dollar, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on est dans une banque centrale. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la théorie économique nous dit pour comprendre ce qui s'est passé, la constitution de la fragilité financière, comprendre la crise, et bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la zone euro? Et donc, suivant le temps que je prendrai, j'arriverai à la Grèce versus Italie à la fin. Est-ce que la Banque centrale doit racheter la dette au fond? Donc, ce point de vue est d'autant plus clair que finalement, je pense que les banquiers centraux affirment, et je pense à juste titre, que la politique monétaire, et en général la politique des banques centrales, c'est un art. Ce n'est pas une science, ce n'est pas directement assis sur une théorie. La théorie monétaire souffre de trop d'imperfections théoriques et d'une trop grande distance par rapport aux faits empiriques. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas que finalement, le banquier central qui doit faire dans un environnement d'incertitude aussi bien macroéconomique que théorique, parce que je vais vous parler, on ne sait même pas trop ce que c'est que la monnaie, alors que la Banque centrale, elle imprime les billets, c'est ce que c'est la monnaie, c'est ce qu'elle imprime. Mais je vais vous montrer que finalement, ce n'est pas trop ce que c'est que la monnaie, et la Banque centrale a réalisé ça. Donc finalement, on ne sait même pas trop ce qu'imprime la Banque centrale, et pourtant la Banque centrale, elle doit décider tous les jours du volume à imprimer. Donc quelque part, ce que j'ai essayé de vous représenter, c'est au fond l'incertitude extrême de la compréhension de l'économie monétaire et de sa relation par rapport aux données. Alors, les banques centrales ont une doctrine qui a évolué au cours du temps, avec différentes étapes dont certaines vous ont été rappelées. Et cette doctrine, elle est en termes légaux cristallisée, solidifiée, institutionnalisée sous une forme juridique qui est le mandat des banques centrales. Le mandat des banques centrales, c'est ce que aujourd'hui Mario Draghi doit faire. Il y a une chose qu'il doit faire, c'est respecter son mandat. Et le mandat de la Banque centrale, donc c'est les États qui se sont mis d'accord pour ce que devait faire M. Draghi, qui est un salarié des États, c'est cibler une inflation inférieure à 2%, mais proche de 2%. Le rôle de Mario Draghi, le but dans sa vie, son salaire, est justifié par le fait qu'il arrive à avoir une inflation à moyen terme, c'est-à-dire en moyenne, sur les 3-4 ans passés, l'inflation doit être à peu près à 1,8. C'est son seul but, M. Draghi. Ben Bernanke, son équivalent à la Fed américaine, a un rôle un peu plus compliqué. Il a deux objectifs. Il doit avoir une inflation stable. Et récemment, la Fed américaine a choisi de copier la Banque centrale européenne. Elle a dit oui, une inflation stable, je vais faire comme la Banque centrale européenne, je vais cibler les 2% d'inflation. Et donc depuis 3 mois, Bernanke a décidé de dire que son but en termes d'inflation était de cibler 2% d'inflation. Avant, on ne savait pas ce qu'il faisait, ce qu'il voulait. Il voulait une inflation, mais des fois c'était 3-4. Il ne disait pas quelle inflation il voulait. Là, il a décidé de copier la Banque centrale européenne et d'affirmer quelle était sa cible d'inflation moyen terme, qui était de 2%. Pourquoi, en pleine crise, la Fed imite la BCE? Je n'aurai pas vraiment le temps d'en parler, mais c'est quelque chose d'intéressant au niveau des pratiques des banquiers centraux. Et en plus de cet objectif d'inflation, qui est maintenant quantifié, Bernanke a un autre mandat qui est stabiliser le chômage. Il faut que la Banque centrale fasse attention à ce que le chômage ne soit pas trop élevé. Et il y a un troisième mandat qui est un peu caché dans les statuts, qui est qu'il ne faut pas trop que les taux d'intérêt fluctuent trop. Donc, quelque part, les taux d'intérêt, la fluctuation des taux d'intérêt, ça renvoie à une forme de stabilité financière. Donc, il y a un troisième mandat un peu implicite dont on ne sait pas trop le rôle opérationnel, qui est la Banque centrale doit limiter les fluctuations des taux d'intérêt. Donc, vous voyez qu'il y a deux économies très développées, la zone euro et les États-Unis, et les banques centrales ont deux objectifs assez différents.
soit l'inflation de l'activité et les taux d'intérêt. D'où vient ce mandat actuel des banques centrales? Est-ce qu'il vient de la théorie économique? Pas vraiment, en fait, je pense. Je pense que les économistes ont parfois eu un rôle assez central pour constituer l'indépendance des banques centrales qui a eu lieu au début des années 80, avec la révolution des anticipations rationnelles. Mais finalement, c'est les pratiques macroéconomiques. C'est les bêtises du passé qui ont cristallisé les banques centrales. Au départ, aux États-Unis, il n'y a pas de banque centrale avant 1913, elle a été créée en 1913, et le rôle de la banque centrale en 1913, c'était de pallier aux crises bancaires. Donc la banque centrale américaine qui a été créée en 1913, parce que les États-Unis, je pense que peut-être cela vous a été dit, n'en voulaient pas, ils pensaient que c'était socialisme. Avoir un monopole d'une banque centrale qui gérait l'économie, ça ressemblait déjà à une forme de socialisme. Donc ils étaient contre les banques centrales, mais la pratique des crises bancaires à répétition à la fin du XIXe siècle a fait qu'ils ont accepté en 1913 d'avoir une banque centrale nationale qui a le monopole d'émission des billets. Donc 1913, la banque centrale, elle ne regarde pas trop l'inflation, ce n'est pas trop son rôle, elle regarde la stabilité du système bancaire. Vient la crise de 29, la pensée keynésienne comme ce qui vous a été avancé, et on s'est rendu compte que la banque centrale pouvait avoir un rôle sur l'activité économique, sur le chômage, si jamais elle créait un peu d'inflation. Donc second moment, stabilisation macroéconomique. Ça, c'est les 30 glorieuses. En plus de la stabilité financière, il y a une stabilisation macroéconomique, et ce souci du chômage. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau et qui est récent, au fond, qui est lié au contexte des 30 glorieuses. Vient le choc pétrolier, vient la crise des 30 glorieuses. La Banque centrale ne contrôle plus l'inflation dérape dans tous les pays développés, sauf en Allemagne. Et au début des années 80, les banques centrales regardent les différents résultats en termes de politique économique. Ils trouvent que la Banque centrale allemande a très bien fait, et ils copient plus ou moins les statuts de la Banque centrale allemande, une banque centrale indépendante avec un banquier central conservateur qui ne soucie que de l'inflation. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, et ça a bien réussi à l'Allemagne. Donc, la transition vers l'objectif d'inflation exclusif, c'est une légitimité de la leçon des années 70 et le fait que, quoi qu'on dise, il semblerait, je laisse ça à votre sagacité, que les résultats macroéconomiques de l'Allemagne, avec cette banque centrale conservatrice qui souciait de l'inflation, aient donné de meilleurs résultats macroéconomiques. Donc vous voyez, d'un point de vue d'un banquier central, c'est très sur les pratiques observées, comparaison internationale, un petit peu d'économétrie, mais parfois pas trop sophistiquée, pour essayer d'extraire quelles sont les bonnes pratiques. Aujourd'hui, le monde change. Crise financière, comme on en voit une tous les 100 ans. La question qui se pose, c'est la doctrine des 30 glorieuses, c'est la crise de 29. La doctrine des années 80, c'est la crise de l'inflation élevée des années 70. Donc à chaque fois, il y a une nouvelle doctrine qui est héritée des crises passées. De quelle doctrine cette crise va-t-elle accoucher? Et on voit bien que quelque chose qui était complètement implicite, qui est la stabilité financière, qui était pourtant la raison d'être initiale des banques centrales, revient sur le devant de la scène. Et donc la question maintenant, c'est de revenir à cette question initiale. Quel est le rôle des banques centrales dans la stabilité financière? Mais cette fois-ci avec 100 ans de théorie économique en plus, qui devrait nous permettre d'éclairer un peu plus le débat pour comprendre quelle est la forme optimale de l'intervention des banques centrales dans l'économie. Je vais faire un plan relativement chronologique par rapport à la crise. Les banques centrales ont-elles causé la crise? Il y a un grand débat. Peut-être que la bulle immobilière, la bulle tout court sur les marchés américains était liée à une politique de la Banque centrale qui était inappropriée. Tout est la faute de Greenspan. Donc je vais vous faire 3 points là-dessus, rapides. Ensuite, je vais vous faire le jour où le marché s'arrêta, c'est-à-dire l'implosion du système financier américain mi-septembre 2008, après la faillite de Lehman Brothers. Ensuite, je vais revenir, donc ça c'est le moment de la crise, après la crise, transmission au budget public avec les politiques de relance massive, fragilité de certains pays, solvabilité en cause des pays. Donc les pays sont au bord de la faillite, est-ce que la Banque centrale doit racheter des dettes publiques? Quelques questions. Mon petit 4 sera un retour théorique pour revenir à la réflexion sur et l'inflation dans tout ça, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et à la fin, peut-être, si j'ai le temps, quelque chose de beaucoup plus opérationnel sur qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution nécessaire du mandat des banquiers centraux. Est-ce que la Banque centrale doit changer de mandat? C'est un débat extrêmement actuel qui est bloqué au jour d'aujourd'hui à cause des divergences franco-allemandes, pour aller vite,
sur est-ce qu'il faut plus ou moins d'inflation, etc. J'essaie d'aborder ces choses-là. Alors, c'est intéressant de réfléchir aux relations entre politique monétaire et stabilité financière au travers l'émergence de l'instabilité financière et le rôle des banques centrales dans cet objet, qui est l'instabilité financière et la bulle. La bulle immobilière, elle a été qualifiée par un objet théorique non identifié. Ce que c'est qu'une bulle. Théoriquement, on ne sait pas trop ce que c'est, mais pratiquement, une fois qu'elle a explosé, on sait exactement ce que c'est. Cette tension entre la constatation empirique ex post et l'indétermination théorique ex ante rend les choses assez difficiles. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'indicateur avancé de l'existence d'une bulle. On ne sait pas, il y a de très mauvais indicateurs, et finalement, on ne sait pas trop détecter les bulles. On sait une fois qu'elles ont explosé. Bon, alors, une première explication qui nous dit que les banques centrales, et c'est essentiellement la Banque centrale américaine qui a créé une divergence aux États-Unis, on verra à peu près très rapidement la transmission à l'Europe, c'est la politique monétaire expansionniste. Alors, avant, je vous résume la règle de Taylor, qui vous a été présentée sous différentes formes. Ici, je vous la présente d'une manière extrêmement empirique. Charles Taylor a essayé de réfléchir à ce que faisaient les banques centrales. Les banques centrales, elles font énormément de choses. Elles regardent les tensions inflationnistes, elles regardent la dynamique des salaires, elles regardent la dynamique du volume de crédit, elles regardent des tas d'indicateurs avancés pour essayer de savoir quelles sont les tensions inflationnistes ou les tensions sur l'instabilité. Bon, c'est assez compliqué. Mais au fond, on dirait dans les données qu'il y a une règle très simple qui fonctionne bien dans les données. C'est-à-dire qu'on fait de l'économétrie très simple. On dirait que finalement, la Banque centrale, elle fait quelque chose de très bête. Elle réagit à l'écart de l'inflation par rapport à la cible. Donc là, je vous ai dit directement, c'est 2% la cible. Et ça, c'est l'inflation qu'elle observe. Si l'inflation est à 2%, bon, rien ne se passe, ça fait 0. Si l'inflation est au-dessus de 2%, par exemple à 3%, elle réagit d'une manière très agressive à l'augmentation de l'inflation. Si l'inflation passe à 3%, 3 moins 2, ça fait 1%, elle va augmenter son taux d'intérêt de 1,5. Donc la Banque centrale réagit à l'inflation plus que 1 pour 1. Quand l'inflation augmente de 1, elle augmente le taux d'intérêt nominal de 1,5. Ça, c'est empirique, c'est dans les données. D'accord ? Donc il y a une surréaction à l'inflation. Quand l'inflation augmente, j'augmente mes taux d'intérêt plus que l'augmentation de l'inflation pour ralentir l'économie. Je rends le coût du crédit plus élevé. Il y a des tas de mécanismes compliqués qui se passent sur les marchés financiers, mais on sait grosso modo ça provoque des récessions. Ça ralentit l'économie quand j'augmente mes taux d'intérêt. Parce que là, j'augmente mon taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt nominal augmentera plus que l'inflation. Donc le coût du crédit sera plus élevé, donc les gens vont moins s'endetter pour investir, pour consommer, ça va ralentir l'économie. 1,5, c'est empirique, c'est dans les données, c'est comme ça. Ensuite, elle réagit aussi, et même la Banque centrale européenne, somme toute, à l'écart de la production à la production potentielle. Donc, grosso modo, si tout se passe bien, la production, elle est à un niveau de production potentielle. Si tout se passe bien, c'est-à-dire s'il n'y a pas de chômage, s'il n'y a pas de problème sur les marchés financiers, etc., s'il n'y a pas de chômage, c'est-à-dire que le chômage est autour de 3-4%, qui est un niveau frictionnel, on voit que la production sera à tel niveau, donc on calcule ce niveau, et la Banque centrale réagit à l'écart par rapport à cette production potentielle, mais avec un coefficient moindre. Cette règle, elle est empirique. Maintenant, ce que font les banques centrales, et c'est... donc cette règle, elle est déterminée par Taylor pour modéliser le comportement des banques centrales. Maintenant, ce que font les banques centrales pour déterminer leur taux d'intérêt, c'est qu'ils regardent les valeurs macroéconomiques, l'output gap et l'inflation, ils déterminent le taux d'intérêt qui est impliqué par la règle de Taylor, puis ils essaient de voir est-ce qu'il y a une bonne raison d'avoir un taux d'intérêt différent. S'il n'y a pas de bonne raison, on choisit ce taux d'intérêt-là. C'est-à-dire que la règle de Taylor, qui était une règle empirique pour résumer les comportements passés des banquiers centraux, devient maintenant une norme pour les banquiers centraux actuels pour déterminer les taux d'intérêt. D'accord ? C'est la norme, c'est la sagesse du passé, quelque part, la règle de Taylor. Bon, cela étant dit, quelle est la critique de Greenspan ? Voilà maintenant le taux d'intérêt décidé par la Banque centrale américaine et le taux d'intérêt impliqué par la règle de Taylor. Vous voyez que ce qu'a fait Greenspan,
c'est qu'il a innové par rapport à la sagesse du passé. Il a choisi un taux d'intérêt bien plus bas pendant quelques années par rapport au taux d'intérêt de la règle de Taylor. Donc il a rendu le crédit pas cher du tout par rapport à la sagesse du passé, si je puis dire. C'est ça la critique de Taylor. La critique de Taylor, c'est de dire que M. Greenspan a injecté de l'argent dans l'économie en rendant le crédit pas cher, et ça a créé une bulle immobilière. Ça sonne bien. On peut dire que ça sonne bien, le crédit est pas cher, les gens vont investir, ils vont acheter des actifs, ça va faire augmenter le prix d'actifs, ça va créer une bulle. Il n'y a aucune théorie économique qui donne ça comme un équilibre. Parce que si vous avez le crédit pas cher, vous pouvez acheter des actifs. Le prix des actifs va augmenter, mais normalement, vous n'êtes pas trop bête. Vous savez que les actifs, une fois que le crédit sera plus élevé, donc à cette époque-là et après en 2007, les gens ne vont pas acheter d'actifs, donc la valeur des actifs va se casser la figure. Donc pourquoi vous achèteriez une maison si vous savez, aujourd'hui, si le prix augmente, si vous savez que la maison va perdre 30% une fois que les taux d'intérêt augmentent? Donc normalement, si les gens sont un tout petit peu rationnels, ils ne devraient pas spéculer en achetant des actifs dont on sait pertinemment que la valeur va se casser la figure une fois que le crédit va s'assécher. Le problème, c'est exactement ce qui s'est passé. Il semblerait dans les données qu'il y a des tas de gens qui ont acheté des maisons en pensant que le prix des maisons allait vers le ciel. En pensant ou en disant qu'ils pensaient, bon, c'est très compliqué, est-ce qu'ils étaient rationnels ou bêtes ou stratégiques, on ne sait pas trop, mais il semblerait que, bien qu'on n'ait pas de théorie, que ceci ait créé une instabilité financière. Encore une fois, on n'a pas de théorie de ça. Deuxième explication de la faute des banques centrales, c'est celle mise en avant par les marchés financiers, on va dire. Les marchés financiers, ils disent, je me permets de caricaturer un peu, ils disent « nous, on n'a rien fait, c'est la faute des banques centrales ». Parce que les banques centrales, elles ont fait croire qu'elles étaient trop gentilles. Qu'est-ce qu'ont fait les banques centrales? Les banques centrales, si vous regardez ce graphe, le précédent, pourquoi Greenspan a baissé ses taux en mettant le crédit pas cher? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, ici, là, le pic de 2000, c'est l'explosion de la bulle Internet. Là, il y a une bulle Internet, et la bulle Internet, c'était une bulle comme rarement il y en a eu dans l'histoire. On parle de la bulle actuelle, mais la bulle Internet, il y a une surévaluation colossale de tout ce qui était les startups Internet. Cette bulle a explosé, donc il y a une destruction massive de richesses. L'économie américaine aurait dû rentrer en récession, massivement. Greenspan ne voulait pas trop de récession, pour différentes raisons. Et donc, il a été extrêmement agressif, et pour éviter la récession, il a baissé ses taux en rendant le crédit vraiment pas cher. Donc, il a fait croire au marché financier que si jamais il y a une récession, je serai là après pour vous aider en injectant massivement du crédit. Donc, il a dit au marché financier, faites ce que vous voulez à peu près, mais après, s'il y a un gros problème, s'il y a une grave crise, je serai là pour injecter de l'argent dans l'économie, pour stabiliser l'économie. Donc, moi, banquier central, je vais vous fournir de l'assurance en vous assurant que le système ne va pas exploser si vous faites des grosses bêtises, parce que moi, je interviendrai toujours. Donc, il a donné une assurance gratuite au marché financier, et donc les marchés financiers se sont dit, bon, je vais prendre plein de risques, je vais jouer énormément sur l'état de marché, je vais prendre énormément de risques, je vais prendre des positions très leverage, c'est-à-dire avec beaucoup de dettes à l'actif en achetant des actifs très risqués, et si jamais ça va très mal, je pourrais toujours me refinancer pas cher auprès des banques centrales, parce que la banque centrale est très gentille, et tout bien, elle va toujours aider les marchés financiers. Donc, cette politique accommodante des banques centrales, alors, hop, on appelle ça le put option. C'est une option de put, c'est-à-dire que la banque centrale s'engageait à racheter les actifs si le prix des actifs baissait en dessous d'un seuil. C'est comme un put, c'est une option financière, c'est un produit dérivé, on appelle ça un put. Et c'est comme s'il y avait la banque centrale créait un produit dérivé macroéconomique qui assurait que les prix des actifs financiers n'allaient jamais baisser au-dessous d'un certain seuil. Et ça entraînait une prise de risque massive de tous les acteurs financiers. Donc c'est la faute de la banque centrale, parce que la banque centrale a donné trop d'assurance. Elle a fait croire qu'elle interviendrait toujours, donc elle a donné trop d'assurance aux acteurs financiers, et ça les a déresponsabilisés. Et c'est aujourd'hui ce que disent principalement beaucoup d'acteurs financiers, en disant le problème de la crise des subprimes, ça a été que c'est la banque centrale qui a fait croire qu'elle interviendrait toujours, et donc si la banque centrale avait été plus dure, vous voyez, si elle était plus dure, c'est-à-dire elle avait laissé le chômage augmenter, etc., avant, on n'aurait jamais eu de crise des subprimes parce que ça aurait discipliné les marchés. Donc cet argument de discipline des marchés, qui est très hayekien, on va dire, enfin qui est très le marché c'est un processus qui discipline les comportements, a été parasité par le problème d'aléa moral généré par les banques centrales. Donc il y a des articles qui modélisent ça précisément en termes de théorie des jeux. Vous voyez que cet argument
ce n'est pas l'argument de Taylor hein, que j'ai dit avant. L'argument de Taylor, il basait quelque part sur une forme d'irrationalité des agents. Et là, c'est une très grande rationalité des agents. Les agents, ils pensaient qu'ils prenaient du risque, ils savaient qu'il y avait une crise, et ils savaient que la Banque centrale allait intervenir après la crise. Donc vous voyez, la représentation de l'acteur est différente dans les deux théories. Ici, c'est une très grande rationalité des acteurs qui a causé la crise. Ce n'est pas une faible rationalité des acteurs. Et ce débat en termes intellectuels sur quelle est notre compréhension de la rationalité des acteurs, elle est cruciale. Il y a deux théories. Une est vraie, l'autre est fausse. Et on ne sait pas laquelle, ça dépend de la façon dont on pense la rationalité des acteurs. Une troisième je dirais, théorique, qui mélange les deux. C'est-à-dire qui essaie de penser comment des taux d'intérêt bas pendant longtemps génèrent des prises de risque élevées dans l'économie. Et dans ces théories, on met deux types d'acteurs, des acteurs très rationnels, qu'on va appeler les traders, et des acteurs moins rationnels, qu'on va appeler les ménages. Et c'est l'écart de rationalité entre les deux qui fait que les traders vont profiter de la moindre rationalité des ménages pour leur revendre des actifs pourris, entre guillemets. C'est cet écart de rationalité qui va générer de l'instabilité financière et que les ménages vont avoir beaucoup d'actifs, au final, beaucoup d'actifs risqués à leur portefeuille, dont les traders seront débarrassés parce qu'ils ont arbitré l'écart de rationalité. Si c'est le cas, ça veut dire que le problème de réglementation des marchés financiers, c'est un droit du consommateur. Le ménage, il achète des biens financiers, il se fait avoir par des gens qui sont plus rationnels que lui parce qu'ils passent leur vie à faire ça. Donc, il faut faire des labels de garantie, des labels de contrôle de garantie pour aider la ménagère de moins de 50 ans à acheter des produits financiers dont elle sait ce qu'elle est sans qu'il y ait de risque trop élevé dedans. Parce que ce n'est pas son rôle de faire d'analyse du risque. L'analyse du risque, c'est un métier. Ce n'est pas un salarié qui a un boulot normal qui va faire l'analyse de risque comme les acteurs financiers. Donc, ça renvoie à la protection du consommateur le rôle de la réglementation financière. Et donc, cet écart de rationalité est un multiplicateur des petits déséquilibres qui peut générer des bulles. Bon. Quelle est la bonne théorie? Est-ce que les gens étaient super rationnels ou est-ce qu'ils n'étaient pas rationnels? Quelques graphes, des chiffres. Ça, c'est le bilan des banques. Donc ça, c'est les banques américaines. Donc tout va bien, 83, vous voyez que c'est stable. 93, ça diverge. Et là, vous voyez que la pente devient encore plus importante. C'est que les banques font énormément crédit aux ménages américains pour qu'ils achètent des maisons. Et les ménages américains financent les banques et le reste du monde finance les banques. La Chine essentiellement, qui achète des bons d'État américains qui ont recyclé. Donc grosso modo, l'actif et le passif des banques augmentent de concert et la taille du secteur bancaire explose dans ces années-là. Si on essaie d'extraire des marchés des informations, quelle est la probabilité de défaut anticipée perçue par les marchés? D'accord? Donc c'est quelque chose qui est fait par Moody. Bon, c'est un modèle d'évaluation financière assez sophistiqué, qui essaie, en fonction des valeurs de l'action, par exemple la valeur de BNP sur le marché, d'extraire de cette valeur quelle est la probabilité de défaut que les marchés anticipent. Donc j'extrais des prix d'actifs l'information sur les probabilités de défaut. Et vous voyez que, en fait, pendant la période d'instabilité financière, la probabilité de défaut a chuté dans l'économie, et c'est qu'au moment de la faillite de Lehman, que la probabilité de défaut a explosé. On dirait que les marchés financiers n'ont pas anticipé grand-chose. D'accord? Alors, pourquoi ils n'ont pas anticipé? C'est une grande question. Ça, c'est quelque chose de plus sophistiqué fait sur les CDS, qui sont des produits dérivés directement adossés aux actifs financiers, qui permettent d'extraire directement la probabilité de défaut. D'accord? On a beaucoup parlé des CDS sur la Grèce. On peut spéculer sur le défaut d'un pays, sur le défaut d'une entreprise. Donc ça, c'est des titres financiers qui permettent de spéculer sur le défaut des entités économiques. Et pareil, vous voyez que bon, c'est pas très lisible, mais personne n'anticipait des probabilités de défaut. Il n'y a qu'à partir de la faillite de Lehman Brothers que les probabilités de défaut ont commencé à diverger. Donc les marchés n'ont pas anticipé grand-chose. Bon. Il n'y a pas d'argument décisif à ce stade-là. Je ne peux pas vous convaincre sur la rationalité des marchés ou pas, des acteurs. Juste des indications dont il faut extraire. En tant que banquier central, vous devez décider votre taux d'intérêt après une récession. Vous devez essayer d'anticiper quelle est la rationalité des acteurs qui vont se financer auprès de vous. Ce sont des éléments purement descriptifs, mais qui montrent la complexité des acteurs auxquels les banquiers centraux sont confrontés. Quelle est la doctrine passée? La doctrine passée des banques centrales en fonction des crises financières.
Ce n'est pas à la banque centrale d'évaluer les risques, c'est au marché financier. Il y a plein de gens sur les marchés financiers qui sont payés très cher, qui spéculent avec leur propre argent, qui essaient d'évaluer les risques, qui analysent tous les bilans de toutes les entreprises. Donc il y a des milliers, des centaines de milliers d'analystes financiers sur la planète. La banque centrale, il y a quelques centaines d'économistes. Ce n'est pas à la banque centrale de se substituer au marché financier pour évaluer les risques financiers. Laissons les marchés financiers, avec leur propre argent, évaluer les risques. Ça, c'est la doctrine passée. Donc la banque centrale n'a pas d'avantage comparatif pour évaluer les risques financiers par rapport aux acteurs financiers qui sont ces centaines de millions de dollars gérés par des acteurs financiers pour essayer d'évaluer les risques. Par contre, les banques centrales peuvent intervenir après la crise en stabilisant l'économie. Elles ne peuvent pas intervenir avant car les équipes financiers sont impossibles à identifier. Donc, malgré ce qui a été dit, la doctrine passée des banques centrales, qui est encore un peu la doctrine actuelle, c'est qu'au final, OK, il y a des crises financières, peut-être que les banques centrales y participent, mais on ne sait pas identifier quand c'est le cas et quand ce n'est pas le cas. Donc tout ce que peut faire la banque centrale, c'est la stabilité des prix et intervenir après pour éviter les faillites bancaires. Voilà. Donc on ne fait rien ex ante, c'est-à-dire qu'on laisse les marchés dériver, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils dérivent, quand est-ce qu'ils ne dérivent pas, on intervient ex post. Donc vous voyez bien que ce que je viens de dire, c'est que cette doctrine passée, elle est largement mise à mal par la crise actuelle. Il y a un problème d'aléa moral. C'est-à-dire que si on intervient ex post, c'est-à-dire qu'on subventionne les gens qui prennent du risque ex ante, donc on donne une prime aux gens qui vont prendre du risque. Et maintenant, la certitude, c'est qu'il y a un coût social trop important des crises. Avant, on croyait que les crises, ce n'était pas très grave, les crises financières. La crise de 2000 aux États-Unis, ce n'était pas très très grave. Le chômage a augmenté de 1 point pendant 1 an, mais après les choses sont stabilisées. La dimension macroéconomique n'a pas été catastrophique. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette crise est loin d'être finie. C'est qu'il est légitime de se tromper, même si la Banque centrale se trompe, c'est-à-dire qu'elle crée une récession pour éviter une bulle alors qu'il n'y a pas de bulle. Mieux vaut ce genre d'erreur plutôt que de laisser les bulles apparaître. Mais maintenant, quand vous êtes un banquier central, imaginez que vous êtes un banquier central et que tout va bien et que vous augmentez votre taux d'intérêt parce que vous pensez qu'il y a une bulle. Et vous créez une récession, vous créez du chômage, en fait. Il y a peu de banquiers centrales qui sont capables de résister à la pression politique en leur disant « mais rien ne se passe et vous créez du chômage. C'est scandaleux. Qui êtes-vous pour penser que vous avez raison contre tout le monde ?» Cette critique, elle est absolument redoutable pour les banques centrales, et ça les a rendues extrêmement frileuses dans le passé. Et maintenant, le but, c'est de créer des dimensions institutionnelles pour que les banques centrales aient le courage d'intervenir ex ante pour identifier des équipes financières. Et dire, malgré tout, j'ai raison contre tout le monde et je crée une récession pour éviter l'instabilité financière. Le jour où le marché s'arrêta. Alors, maintenant, la crise. Il y a une dimension intéressante. Si on pense en tant qu'économiste, la crise actuelle, est-ce qu'il faut lutter contre ? Pas forcément, en fait. Il y a une erreur passée, il y a une bulle financière, c'est-à-dire que les gens se sont pensés riches, ils n'étaient pas riches. Maintenant, les gens réalisent qu'ils sont pauvres. Eh bien, ils sont pauvres, donc ils consomment moins. Donc, et donc les impôts vont augmenter, il y a des processus d'ajustement coûteux qui ont lieu, le chômage va augmenter, mais c'est un ajustement macroéconomique négatif. Il y a un choc de richesse négative dans l'économie. Oui, les gens sont plus pauvres, les États-Unis sont beaucoup plus pauvres que ce qu'ils pensaient, donc oui, ils vont consommer moins, oui, le chômage va augmenter. Et c'est la manière normale dont le système économique va rétablir l'équilibre. D'accord ? Ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre, parce que si jamais on pense qu'il y a eu bulle, forcément, il y aura un processus d'ajustement de retour à l'équilibre qui est extrêmement coûteux socialement. Il faudra l'accompagner, il faut les transferts, mais essayer de lutter contre va recréer des équilibres si jamais vous essayez d'inventer de la richesse qui n'existe pas dans l'économie. D'accord ? Quand les marchés financiers s'effondrent, les gens ils perdent de la richesse financière, c'est un choc de richesse négatif. Donc l'identification de l'existence d'une bulle passée ou pas, c'est quelque chose d'absolument central pour savoir est-ce qu'il y a un choc de richesse négatif aujourd'hui ou pas. Si c'est un choc de richesse négatif, purement un choc de richesse négatif, il faut accompagner les marchés du travail et faire de la redistribution pour que le coût de l'ajustement ne soit pas porté par les ménages par ceux qui n'ont pas contribué à la crise. Mais forcément, le taux de croissance va chuter pendant longtemps et c'est normal, quelque part. D'accord ? Donc,
c'est pas parce que le chômage augmente et il n'y a pas de raison de lutter systématiquement contre des ajustements négatifs. Le problème, donc ça c'était mon premier point. Le problème dans ce cas, c'est qu'en fait, il y a quand même une raison très forte de lutter pour les banques centrales de lutter contre l'explosion du chômage et la crise économique, c'est qu'il y a un petit problème qui est l'explosion du système bancaire parallèle. Et c'est ça dont je vais essayer de vous convaincre, c'est de dire que la crise des subprimes, en fait, c'est une crise bancaire. Et ce n'est qu'une crise bancaire. C'est la crise bancaire, mais pas du système bancaire traditionnel, d'un système bancaire parallèle qui était caché dans le système financier américain. Alors, et je vais vous donner un exemple très concret. Il y a le système bancaire traditionnel, qui sont les banques, donc l'équivalent de Société Générale, enfin les banques traditionnelles, les banques de dépôt, dont la taille globale est en rouge. Et puis il y avait un système bancaire caché, qui était créé au sein du système financier américain, d'une manière complètement inédite, d'une manière extrêmement sophistiquée, qui a créé sa propre monnaie, et qui a créé son propre système bancaire. Et la crise des subprimes, ça a été l'explosion de ce système bancaire. C'est-à-dire que ça, c'est la taille du système bancaire parallèle, et au moment de la crise des subprimes, le système bancaire s'est effondré. Alors, c'est quoi le système bancaire parallèle? Je vous donne un exemple qui est le plus fameux, qui est les money market funds. C'est quoi les money market funds? C'est l'équivalent en France de ce qu'on appelle les OPCVM monétaires, c'est-à-dire des titres monétaires. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est très sophistiqué, cet objet-là. Enfin, c'est très simple, mais c'est très rusé. En fait, il y a des gens qui ont dit, bon, je vais faire un fonds, et, voilà, et je vais vendre des actions. Je vous vends des actions de mon fonds, et la valeur de mon action, ce sera $1. Et je vous garantis que ce sera $1. C'est-à-dire que si la valeur de l'action augmente au-dessus de $1, je vends des actions, je fais baisser le cours, et si la valeur de l'action diminue au-dessus de $1, j'achète de mon action pour refaire mon cours. Donc le cours de l'action, ce sera seulement $1. Il n'y aura aucun gain en capital. Donc quand vous achetez une action d'un OPCVM, c'est comme si vous achetez un billet de $1. Je vais faire de sorte que le marché de mon action sera très très liquide. C'est-à-dire que vous avez ce dollar, quand vous voulez cette action, quand vous voulez de l'argent, vous pouvez le vendre cette action à quelqu'un d'autre qui va l'acheter pour récupérer votre argent. Donc ce sera très très liquide, ce marché. Et maintenant, quel est l'avantage d'avoir ça par rapport à avoir $1 en poche? C'est que moi, avec votre dollar, je vais faire des tas de choses financières très sophistiquées, je vais faire du profit, et je vais distribuer du dividende. Donc vous avez quelque chose qui ressemble à un billet, et en plus qui est rémunéré, qui donne du dividende. Ça, c'est très rusé, parce que comme le cours de l'action est 1%, il n'y a pas de gain en capital. Donc ce n'est pas taxé, en fait. Donc il y a un avantage fiscal qui était optimisé, parce que vous avez juste du dividende, et que les cours de bourse est resté à 1%. Et ça ressemblait extraordinairement à de la monnaie. Pour vous, c'est comme si vous aviez de la monnaie. Plutôt que de mettre votre argent, c'est Société Générale ou BNP Paribas, vous achetiez des money market funds. Donc vous laissez votre argent là-bas, en plus vous avez des dividendes, ça accumule, et quand vous avez besoin d'argent, vous vendez vos actions et vous avez de l'argent. Et comme c'est $1, quasiment si vous avez $3 en poche, vous achetez 3 actions. C'est de la monnaie privée. Alors, c'est très liquide, donc unité de compte, réserve de valeur, et utilisant les transactions aussi. Le problème, c'est que les money market funds sont des gens très sophistiqués, donc ils ont fait des choses très intelligentes. Par exemple, acheter des subprimes. Ils ont fait 2 choses, en fait. Avec cet argent-là, qui était colossal, et encore une fois, vous voyez la taille américaine, ils ont fait 2 choses intelligentes. Ils ont ex-ante, intelligentes. Ils ont acheté des subprimes parce qu'ils ont vu les cours immobiliers augmenter, donc wow, on va spéculer, donc on va acheter des maisons, donc ils achetaient des maisons un peu partout aux États-Unis. Plus, ils achetaient aussi, avec cet argent, ils prêtaient un peu aux entreprises. Les entreprises qui ont des besoins de financement à court terme, des besoins de trésorerie pour payer les salaires, et ils émettent des billets de trésorerie, c'est des actifs à très court terme, et ces money market funds, ils achetaient aussi ces actifs à très court terme des entreprises. OK ? 2 actifs, l'immobilier et l'actif d'entreprise. Problème macroéconomique, la bulle explose, les gens se rendent compte que finalement le rendement immobilier va chuter, donc chute des valeurs immobilières, qui n'étaient pas anticipées. Les gens ne pensaient pas que le prix immobilier pouvait baisser. Moi, j'ai prêté au money market fund, donc je vois le rendement baisser. Je me dis, bon, ils vont faire beaucoup de profits, enfin, pas beaucoup de pertes. Ils ne pourront pas tenir les $1. Effectivement, ils ont commencé à ne pas pouvoir tenir les $1. Donc, je vends massivement toutes mes actions.
Les gens ont vendu massivement leurs actions parce qu'ils se rendaient compte que le rendement des money market funds allait chuter. C'est cette période-là. Pas de problème jusque-là. Ça s'appelle un ajustement financier. Le seul petit problème, c'est les entreprises. Parce que les entreprises, elles se finançaient auprès des money market funds. Et brutalement, les entreprises ne pouvaient plus se refinancer, personne ne rachetait leur trésorerie. Et Ford était à la limite des problèmes de liquidité parce qu'ils ne pouvaient pas financer les salaires. Donc il y a des gens qui n'avaient rien à faire avec la crise financière, qui étaient des entreprises qui émettaient ces billets de trésorerie, qui se sont retrouvés asséchés par la liquidité. Ça, c'est octobre 2008. Donc, problème liquide massif de toutes les entreprises. Qu'a fait la Fed? Bon, elle a paniqué parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Et après, ce qu'elle a fait, elle a dit en 2 semaines, chose qu'elle n'avait jamais fait dans son histoire, je rachète massivement tous les billets de trésorerie des entreprises. Je prête directement aux entreprises. Elle s'est complètement substituée à tous les marchés financiers. Elle a dit, je vais créer de la monnaie et je vais prêter directement aux entreprises. Ça, typiquement, c'est une crise bancaire comme il y a eu au XIXe siècle. D'accord ? Il y a un run bancaire. Les gens avaient mis de l'argent dans la banque est proche de la faillite, donc tout le monde veut son argent en même temps. Ce qui pousse la banque à la faillite, la banque vend tous ses actifs, et il y a des gens qui avaient de l'argent grâce à la banque, qui n'ont rien à voir avec la crise et qui se retrouvent en faillite. C'est la crise de 29, c'est les crises. Donc ça, typiquement, c'est un run bancaire. La chose extrêmement subtile, c'est que vous voyez que ça s'est fait au sein des marchés financiers. Je vais vous montrer un graphe. C'était quelque chose de complètement non maîtrisé par la Banque centrale. On ne savait pas qu'il y avait ce système-là aussi sophistiqué au sein des banques centrales, au sein des marchés financiers, pardon. Il y a une autre chose qui s'appelle le marché du repo, qui est un autre titre, je passe, je n'ai pas le temps, mais c'est la même chose. Voilà le marché financier américain. C'est juste, je vous le montre maintenant pour la beauté esthétique de l'objet. Ça, c'est ce qu'a fait en 2010 la Fed de New York. En pleine crise, ils ont dit, on ne comprend rien, on va essayer de comprendre. Donc, ils ont été comprendre ce que c'était que les marchés financiers. Ils n'avaient pas fait ça avant la crise. Et les money market funds, ils sont là. Et prêtaient à des banques, ici, qui ont prêté à des brokers, qui ont émis des CDO, qui ont mis des primes, des tranches, des machins. Et là, il y a les maisons. Donc là, il y a les ménages qui achètent les money market funds. Là, il y a le système financier avec des tas de trucs super compliqués, donc les RMBS, enfin, des titres financiers très sophistiqués pour répartir les risques. Et donc, il y avait des risques qui étaient un peu partout. Donc les risques allaient comme ça, mais grosso modo, ils allaient aussi comme ça, ils se concentraient sur les money market funds. Et quand un petit mouvement des prix immobiliers a créé la faillite des money market funds, qui a créé l'assèchement du financement global de tout le système, et même des entreprises qui sont là, qui bénéficiaient du financement des ménages et qui sont retrouvées à court de pénurie de liquidité. Voilà. La Banque centrale peut faire ça, c'est ce graphe-là. Les acteurs privés ne peuvent pas le faire. Elle peut le faire parce qu'elle a les moyens légaux d'extirper l'information des individus, et puis elle a le temps de le faire. Donc, les banques centrales ont un avantage comparatif pour comprendre la stabilité du marché financier. Si elle se donne les moyens. Si elle veut, elle peut quand même. Enfin, c'est compliqué, mais c'est un point que je veux mettre en avant. Cette idée que voilà, la Banque centrale est forcément dépourvue face à la complexité du monde et au marché financier, quelque chose que, que les prix véhiculent les bons signaux et personne ne peut rien faire de mieux, cette vision profondément hayekienne où le régulateur ne peut pas avoir d'avantage comparatif par rapport au marché, il me semble que ce n'est pas très convaincant. Ce graphe est l'exemple qu'on peut faire mieux que les marchés, parce que ce graphe-là, les marchés ne le connaissaient pas et la Banque centrale peut le connaître. Alors, la réaction de la Fed a fait plein de choses. La zone euro, donc ça c'est la Fed. Donc, ça c'est la taille de la Fed, et ça c'est le début de la crise avant Lehman Brothers, et ça c'est Lehman Brothers. Donc, elle a créé de la monnaie. Ça c'est la monnaie créée par la Banque centrale. Elle a créé brutalement de la monnaie, 2 fois plus que d'habitude, elle a doublé de taille, pour éviter les faillites des entreprises. Et ensuite, elle a essayé de se débarrasser de cette monnaie, mais vous voyez que la taille des banques centrales est 2 fois à 3 fois supérieure à ce qu'elle était avant la crise. C'est qu'elles se sont mises à créer énormément de monnaie et à irriguer de monnaie le marché pour éviter la faillite d'entreprises, enfin l'illiquidité de certaines entreprises qui pouvaient être solvables, mais qui n'avaient pas les moyens de se refinancer à court terme. En zone euro, c'est à peu près la même chose, avec une grosse différence, c'est que si vous prenez le système bancaire, enfin l'économie américaine, 75% du financement de l'économie américaine se fait par les marchés financiers et 25% par les banques. Le crédit bancaire représente 25% du volume de financement. Si on prend l'Europe, 75% du financement, c'est du crédit bancaire et 25%, c'est des obligations, donc c'est financement par dette par les marchés financiers.
C'est-à-dire que la taille du système bancaire est colossale en Europe par rapport à ce qu'elle est aux États-Unis. Ce qui était une crise des marchés financiers américains s'est répercuté pas par une crise des marchés financiers européens parce qu'ils sont faibles, mais par une crise du système bancaire européen. C'est lui qui avait l'essentiel des prêts de qualité moindre. Donc c'est l'expression de la crise qui était sur le marché des money market funds, du fait des structures financières différentes, a eu lieu sur le marché interbancaire européen. Et la Banque centrale européenne est intervenue massivement, je ne vais pas détailler ce graphe, mais là, c'est la faillite de Lehman Brothers, est intervenue massivement. Donc ça, c'est la prime de risque, c'est-à-dire la probabilité de défaut des banques européennes. Donc c'était 0 avant. Ça, c'est le début de la crise des subprimes. Ça, c'est la crise Lehman Brothers. Et à ce moment-là, la BNP ne prêtait plus à la Société Générale. Il y avait 2 banques énormes qui ne vont pas faire faillite normalement, qui ne se prêtaient plus parce que tout le monde se méfiait de tout le monde. Donc il y avait un gel complet du marché interbancaire et la Banque centrale est intervenue massivement pour prêter à tout le monde, à toutes les banques. Pas aux entreprises, parce que ça c'est lié au système bancaire américain, mais au système bancaire directement à toutes les banques. Donc elle est devenue, comme au XIXe siècle, prêteur en dernier ressort massif au tout système bancaire en injectant des quantités colossales de liquidités. Je ne rentre pas dans les instruments techniques, mais il y a eu énormément d'innovations de la part des banques centrales. Elles ont créé des outils complètement nouveaux, même quasiment dérogatoires au droit européen, certains diraient. Les plus conservateurs des banquiers centraux diraient que c'est le cas. Elle est à la limite de la légalité du système juridique européen pour financer massivement les banques pour éviter les faillites bancaires. Donc, s'il y a des questions, on peut rentrer dans le détail, mais il y avait un outil qui est le VLTRO, qui est que, grosso modo, la Banque centrale s'est mise à faire des prêts assez importants, 1 000 milliards de dollars en volume, au système bancaire, à un horizon de 3 ans. Donc je crée de la monnaie, je fais marcher un plancher billet, 1 000 milliards de dollars, et je prête aux individus et je leur dis vous me remboursez en 3 ans à un taux d'intérêt qui est un taux d'intérêt extrêmement faible, qui est moins de 1%. D'accord ? Donc la Banque centrale, pour éviter les faillites bancaires, a prêté aux banques un taux d'intérêt qui est quasiment 1%. OK ? Pour éviter les faillites bancaires. La Banque centrale a dans son mandat, la Banque centrale européenne n'a pas le droit de prêter aux États. Donc elle ne peut pas prêter aux États, elle n'a pas le droit. Donc elle a prêté énormément aux banques en espérant que les banques allaient racheter les titres publics. C'est ce qu'elles ont fait en partie, on va voir. Ça, c'est la taille du système de la Banque centrale européenne. Pareil, vous voyez, augmentation colossale des volumes. Qu'est-ce que c'est que la crise ? Assèchement de la liquidité globale, des marchés aux États-Unis, du système interbancaire en Europe, et la réaction, ça a été une fourniture massive de liquidité à un coût quasiment 0. Elle a prêté quasiment de l'argent gratuitement, la Banque centrale. Et la Fed a fait encore pire aux États-Unis, elle prête de l'argent à 0%, elle prête de l'argent gratuitement aux banques. Bon. Alors maintenant, ça, c'était la pression colossale qui a eu lieu sur les banques centrales, qui était la crise financière, strictement financière. Maintenant, dans la zone euro, et aussi aux États-Unis dans quelques mois ou années, on a une crise de la fiscalité. Et certains États sont proches de la faillite. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prête aux États ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et là je vais faire aussi mon banquier central un peu obtus, c'est que la doctrine de la Banque centrale, c'est la lutte contre le mal absolu, et le mal absolu, c'est la dominance fiscale. C'est quoi la dominance fiscale ? La dominance fiscale, c'est l'histoire monétaire des 300 dernières années, souvent de la monarchie par exemple. L'État fait des dépenses, une guerre, quelque chose comme ça, il a besoin d'argent, il dit à la Banque centrale « Prêtez-moi de l'argent, je vous rembourserai avec les impôts futurs. » Donc faites marcher la planche à billets pour financer, que je puisse payer les fonctionnaires, et je vous paierai grâce aux impôts futurs. Et comme les banques centrales étaient en général sous l'autorité des États, les banques centrales faisaient marcher les planches à billets. Et puis, quand l'État devait augmenter les impôts pour rembourser la Banque centrale, il disait « Ah, je peux pas... Là, c'est vraiment la situation est vraiment trop compliquée, je ne peux pas augmenter les impôts. Donc, bon, je ne vais pas rembourser mon crédit. Voilà, je suis vraiment désolé, c'est comme ça. » Et donc, la Banque centrale crée de la monnaie pour financer des déficits publics sur des promesses qui n'étaient pas tenues ex post. Et donc, il y a de la création monétaire qui était liée au déficit fiscal. Et cette création monétaire entraînait des périodes d'inflation élevées.
Donc le déterminant de l'inflation, ce n'était pas la politique monétaire, c'était la politique fiscale. C'était le déficit public financé par l'État. C'est ce qu'on appelle la dominance fiscale. La dominance fiscale, c'est qu'au fond, l'inflation est déterminée par la politique fiscale. Et donc ça, il y a eu des crises particulièrement sanglantes qui ont été les crises d'hyperinflation, dont on a beaucoup parlé, l'hyperinflation allemande et tout ça, mais pas seulement. Donc dans l'histoire monétaire, il y a beaucoup d'exemples de dominance fiscale où finalement les déterminants de l'inflation sont au final des déterminants fiscaux. Et ça, ce n'est pas une bonne idée du tout. Alors pourquoi ce n'est pas une bonne idée de financer le déficit public avec l'inflation? Parce que l'inflation, ça ne crée pas de valeur. Enfin, quand je fais marcher ma planche à billets, je ne crée pas de valeur. C'est juste, j'invente un impôt nouveau. Je taxe les gens avec l'inflation. Donc l'inflation, c'est une taxe. Je taxe les gens, je taxe la richesse des gens avec de l'inflation. Donc c'est juste un impôt spécial qui est la taxe inflationniste. Mais cet impôt, ce qu'il a de très utile pour les gouvernements, c'est que on dit c'est le système, c'est l'économie, donc il n'est pas soumis au débat fiscal. C'est quelque chose qui apparaît ex post et on dit c'est la crise, il y a de l'inflation. Mais c'est un impôt. Donc ce que disent les banquiers centraux, c'est que vous pouvez utiliser l'inflation, vous pouvez utiliser la taxe sur le capital, les taxes sur le travail, les taxes sur la consommation, mais prenez vos responsabilités, faites dans le débat démocratique, dites comment financer les déficits, par quelle taxe, décidez, et puis après implémentez cette taxe. Parce que les études économiques semblent dire que la taxe inflationniste, elle est extrêmement inefficace. Elle taxe les plus pauvres. C'est une taxe régressive. Les plus riches, ils font de l'évasion, ils achètent des dollars, des titres. Les plus pauvres, qui ont juste leur monnaie, ils sont énormément taxés par l'inflation. Donc c'est une taxe régressive qui taxe les pauvres. Donc les banquiers centraux ont tendance à dire que la taxe inflationniste est une taxe notoirement sous-optimale. Mieux vaut assumer une hausse d'impôts avec un débat démocratique plutôt que de contourner cela par une taxe ex post sur les encaisses nominales. Okay ? Et c'est cet accord qui a entraîné, à la fin des années 70, l'indépendance des banques centrales, en disant c'est vrai, la taxe inflationniste elle est sous-optimale, donc on ne va pas l'utiliser. Et donc les États se sont liés les mains en disant allez, on va faire un banquier central conservateur qui va cibler 2% d'inflation, et comme ça il n'y aura pas d'inflation, on ne pourra pas utiliser l'inflation, on va utiliser le système fiscal traditionnel. Donc c'est les États qui se sont liés les mains eux-mêmes, qui ont accepté de ne pas avoir recours à la taxe inflationniste ex post. Ça, c'est constitutif des banques centrales, et notamment la Banque centrale allemande. C'est génétique. Donc aujourd'hui, les arguments pour dire qu'on peut utiliser la taxe inflationniste parce que la situation est extrêmement différente de tout le reste, se heurtent à ce débat de dire, voilà, augmentons les impôts, c'est plus simple. Et parfois, quand on ne peut pas augmenter les impôts, comme en Grèce, c'est un peu compliqué. Enfin, on peut les augmenter, mais on n'est pas sûr que que les impôts vont rentrer. Utiliser l'inflation peut être un substitut efficace. Alors, je vais conclure là-dessus. Je sens que Roger m'y incite. En vous parlant rapidement de la monnaie. Donc j'en viens à quelque chose de plus théorique, et dans les 3 minutes, Roger, qui me reste. Oui. 3 minutes 30. 3 minutes 30. Je vais... On n'aura pas de questions. Dans la minute... quelle est la question centrale? La façon de remettre de la théorie économique dans cet argument. Tout ce que je viens de dire est très empirique, quelque part. C'est très la sagesse du passé, les constatations. Il n'y a pas eu beaucoup de théories qui ont éclairé les actions que j'ai pu décrire ou que j'ai pu promouvoir en termes de recommandations des banques centrales. Et c'est effectivement le cas, me semble-t-il. Dans la littérature, au fond, la théorie économique a, à ce jour, peu de conclusions définitives, consensuelles, qui permettraient d'éclairer l'attitude des banques centrales, que ce soit sur les crises. Et un exemple en particulier, c'est au fait, que va-t-il se passer pour l'inflation? Est-ce que cette création massive de monnaie va augmenter l'inflation ou pas? Quelle sera l'inflation dans la zone euro à 5 ans? La théorie économique nous dit, de très longue date, c'est la théorie quantitative de la monnaie, que si je crée de la monnaie, normalement, ça devrait créer de l'inflation. Donc je vous ai rappelé la théorie quantitative de la monnaie qui dit que
le volume de transactions multiplié par l'indice des prix est égal à la quantité de monnaie multipliée par la vitesse de circulation de la monnaie. Ça, c'est vrai, c'est comptable. C'est le nombre de fois qu'un euro change de main multiplié par la valeur des échanges doit être égal à la quantité de monnaie en circulation multipliée par la vitesse de circulation de la monnaie, qui est vraiment... ça, c'est transactions, et ça, c'est la circulation de la monnaie entre les agents. Quand j'achète un bien, je paye de la monnaie, donc le bien va d'un côté, la monnaie de l'autre, 1 pour 1, et c'est ce que représente cette équation. Donc ça nous dit que si j'augmente la quantité de monnaie, si je suis en crise, bah, l'indice des prix devrait augmenter. Sauf si la vitesse de circulation de la monnaie fluctue. Donc pour déterminer quelle est la dynamique de l'inflation, le seul débat, c'est quelle théorie on a de la vitesse de circulation de la monnaie. On est en crise, on sait que ça chute. On injecte de la monnaie, on sait que ça augmente. Il y a des choses complexes, qui sont les volumes de crédit à l'économie qui ne suivent pas forcément. Mais quelle théorie on a de la vitesse de circulation de la monnaie? Et on n'a pas de théorie des déterminants macroéconomiques des vitesses de circulation de la monnaie. Aujourd'hui, les théories qui sont utilisées, les théories néo-keynésiennes, par exemple, n'introduisent pas de rôle de la monnaie. Pourquoi? Parce que les théories économiques actuelles, comme les théories néo-keynésiennes, ont pensé l'économie monétaire de très très longue date en pensant que les marchés financiers fonctionnaient parfaitement, avec l'hypothèse walrasienne des marchés financiers parfaits. Et l'héritage du modèle RBC et de la tradition d'anticipation rationnelle, c'était de dire, modélisons l'économie comme si les marchés financiers fonctionnaient parfaitement. Et les modèles néo-keynésiens ont repris cette hypothèse que les marchés financiers fonctionnaient parfaitement et ont introduit des frictions qui sont des rigidités de prix au sein de ce système. Mais ils ont gardé l'appareil théorique qui est la perfection des marchés financiers, les marchés financiers complets. Et cette dichotomie entre l'économie financière et l'économie monétaire, toute l'économie monétaire avec des modèles complexes, celui-là par exemple dont je ne vous parlerai pas, suppose que les marchés financiers sont parfaits. Et il y avait une économie financière qui était l'économie partielle, qui utilisait les crises financières, où il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas de place pour la monnaie. L'économie a divergé entre une économie monétaire avec marché parfait et une économie financière sans monnaie, et les deux branches de cette pensée économique ne parlaient pas entre elles. Et aujourd'hui, on n'a pas les outils pour penser les instabilités financières avec une théorie de la monnaie qui soit un tant soit peu robuste. Et les modèles néo-keynésiens ne nous aident pas puisque les marchés financiers sont parfaits. Et donc le programme de recherche qui s'annonce et que les banques centrales essaient activement de promouvoir, c'est de refaire converger ce monde d'instabilité financière avec les outils qu'on a, avec l'économie monétaire pour penser que fait la création monétaire en termes de stabilité financière. Donc, pour conclure, il y a un enjeu intellectuel très important, d'autant plus important, j'espère, quand j'ai montré cette histoire narrative des banques centrales, entre la pensée financière, forcément très complexe en termes d'imperfection, et la pensée monétaire, en termes de qu'est-ce que c'est que la monnaie, cet outil monétaire, en quoi il intervient dans le marché financier, pour réconcilier économie monétaire et économie financière, pour penser ce que c'est que le concept de liquidité, pour avoir des outils opérationnels d'intervention des banques centrales dans l'économie. Voilà. Bon, j'étais un peu rapide à la fin sur la partie théorique, qui est au fond la plus intéressante.